Jan van Eyck, la Vierge du chancelier Rollin. En 1419, l'assassinat du duc de Bourgogne Jean sans Peur, commandité par le dauphin le futur Charles VII en pleine guerre de Cent Ans, fit basculer le duché de Bourgogne dans le camp anglais. En 1422, le nouveau duc, Philippe le Bon, fait de Nicolas Rollin son nouveau chancelier. Le chancelier Rollin joue par la suite un rôle crucial dans la conclusion du traité d'Arras en 1435, qui met fin à la guerre entre le royaume de France et le duché de Bourgogne. Alors que le Moyen-Âge avait été une époque tournée vers la religion, la Renaissance place l'homme au centre des préoccupations. Cet humanisme nouveau se traduit en art par le passage d'une perspective signifiante à une perspective géométrique. La perspective signifiante consiste à représenter les personnages conformément à leur importance symbolique. Ce procédé se retrouve par exemple dans ce tableau de Piero della Francesca, dans lequel la Vierge est représentée de manière disproportionnée par rapport aux hommes. Le tableau de Van Eyck s'inscrit donc dans une perspective humaniste, en plaçant sur le même plan l'homme et le divin. Mais il ne s'agit pas pour autant de mêler le monde divin au monde profane. La perspective a été théorisée par Alberti dans son ouvrage De Pictura, publié en 1436. Il pose les fondements du dessin en perspective caractérisé par la convergence de lignes de fuite vers un point central. Le tableau de Van Eyck, réalisé un an seulement avant la parution du traité d'Alberti, ne répond pas aux règles édictées par le théoricien. Un semblant de perspective est cependant présent, mais les lignes convergent vers des points différents. Contrairement aux œuvres réalisées par les artistes de la Renaissance, imbus des théories sur la perspective, comme Léonard de Vinci, qui fait converger dans la scène toutes les lignes de fuite vers le visage du Christ. Le carrelage est l'un des moyens les plus simples pour les artistes de l'après-Renaissance comme Van Eyck de créer une illusion de profondeur dans leur production graphique. Deux personnages se font face, le chancelier Nicolas Rollin et la Vierge qui tient l'enfant sur ses genoux. La symétrie de la loggia sépare clairement le monde du sacré et le monde du profane. Les trois arches de ce cadre architectural sont très probablement une référence à la notion de Trinité qui, dans l'Église catholique, postule l'existence du Dieu unique sous trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le paysage en arrière-plan reprend lui aussi la distinction entre le sacré et le profane. Alors que la partie gauche, celle du chancelier, est dominée par les habitations, la partie droite, quant à elle, est essentiellement composée d'édifices religieux. Dans l'étendue homogène et infinie, où aucun point de repère n'est possible, dans laquelle aucune orientation ne peut s'effectuer, la hiérophanie, c'est-à-dire l'irruption du sacré dans l'espace profane, révèle un point fixe absolu, un centre. Écrit le philosophe Mircea Eliade dans Le sacré et le profane. Et c'est bien au centre, dans la zone de fuite, entre les deux mondes, que se situe une croix, minuscule mais loin d'être insignifiante. La croix, symbole du Christ, rappelle la figure emblématique du passage entre les deux mondes, à la croisée des hommes et de Dieu. Nicolas Rollin est représenté en position de prière. Il porte un riche brocart orné de fourrure. Il porte une coupe-bol. Il s'agit d'une coupe de cheveux masculine particulièrement populaire au Moyen-Âge. On l'a réalisée en apposant un bol ou une calotte sur la tête, puis en coupant les cheveux qui se trouvaient autour. Le chancelier affiche une expression solennelle. Son regard est perdu au loin, mais il ne fixe pas vraiment la Vierge. Celle-ci apparaît donc plutôt comme une vision. Un livre d'heures est posé sur le prie-Dieu. Il s'agit d'un recueil de prières qui sont récitées tout au long de la journée. On en trouve 7. Les matines, la prime, la tierce, la sexte, la nonne, les vêpres et enfin les complis. Au-delà d'une simple glorification de son commanditaire, cette œuvre présente aussi un message moral. Des lapins, symboles de la luxure, sont écrasés sous un pilier de la loggia. Une pie se trouve à la jonction entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Cet oiseau, à la fois noir et blanc, est le symbole du passage, mais aussi de la mort. Ainsi, seul le trépas pourrait permettre aux hommes d'accéder au monde de Dieu. La présence de ce symbole funeste nous rappelle par ailleurs que rien n'est éternel. Pas même le puissant duché de Bourgogne, qui est écrasé par les Suisses quelques décennies seulement après la réalisation de cette œuvre.